Val-de-Loire en direct se poursuit lors de votre JT présenté ce soir par Faustine Luneau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. La grisaille est attendue tout au long de la journée dans nos 2 départements. Des températures en baisse. La minimale sera de 3 degrés, la maximale de 9 degrés. À la une de ce JT, 4e jour de mobilisation pour les agriculteurs, toujours en opération blocage en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. Les syndicats agricoles étaient justement reçus ce matin par Matignon sur la question de l'accord Mercosur et celle du protocole de lutte contre la dermatose nodulaire. Mais la réponse du gouvernement ne les a pas satisfaits. Notre invité sera Christophe Marion, député Renaissance du Loir-et-Cher. Il est chargé par le Premier ministre Sébastien Lecornu de la mission sur la sécurisation des musées. Une question qui est revenue sur la table après le cambriolage rocambolesque du Louvre en octobre dernier. Rencontre avec une artisane de l'échoppe éphémère à Tours qui bénéficie d'une formule tremplin pour se lancer dans la vente de ses créations. Cette boutique est installée chaque année en décembre dans la Galerie Nationale. Enfin, dernier épisode de notre série L'âme du village. Direction ce soir Mettray, où ce sont les petits commerces qui font vivre le bourg de la commune. Là-bas, les habitants s'y croisent, discutent et tissent des liens. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir. Quelles sont les missions d'Action Logement sur notre territoire? On posera la question à Barbara Bénard, directrice de territoire Indre-et-Loire au sein d'Action Logement Service, qui sera avec nous. Mais d'abord, Faustine, encore des péages bloqués aujourd'hui pour la 4e journée de manifestation des agriculteurs. Ils maintenaient la pression alors que les syndicats agricoles étaient reçus ce matin à Matignon. Le gouvernement devait répondre à leurs revendications. Les agriculteurs dénoncent la baisse des aides PAC et de l'accord de libre-échange UE-Mercosur. La coordination rurale et la confédération paysanne réclament aussi la fin des abattages massifs de bovins, actuellement imposés par les autorités dans le protocole de lutte contre la dermatose nodulaire. Ce rendez-vous avec le Premier ministre ne les a pas satisfaits. Ils se rassemblaient cet après-midi à Château-Renaud. Romain Delville et Aurélie Renaud. À chaque jour, son nouveau blocage de péage. Après l'échangeur de Blois, après Château-Renaud, après Mer, c'est au tour de la sortie Parcé-Mêlée. Les équipes de Vinci Autoroute ont déblayé fumier, pneus, bras zéro jusqu'à l'aube. À quelques centaines de mètres de là, les agriculteurs s'installent à nouveau. Alors que la signature du Mercosur a été reportée d'1 mois, la pression ne faiblit pas. Côté agriculteur, c'est toujours un grand non. On veut que ça soit enterré le Mercosur. Le Mercosur, on prend une mini-pelle, on le met au fond du trou et on le rebouche. On ne veut pas en entendre parler. Ils se débrouillent avec leurs produits. Et je dis aux consommateurs, vous nous mettez la pression pour qu'on produise bien, sans pesticides, avec des normes qui sont peut-être louables. Et bien alors n'achetez pas ces produits-là, c'est le pire de tout. Ils utilisent des produits que nous, on n'utilise plus déjà depuis 40 ans. En début d'après-midi, un rassemblement massif est organisé ici, à Noyant-de-Touraine, après le péage. Faire une trêve à Noël fait partie des discussions, mais ce soir, plusieurs agriculteurs pourraient bien s'installer pour la nuit sur le rond-point. Bon, les fêtes arrivent, mais je pense que ça, pour moi, ça va redoubler d'activité beaucoup plus fort après ou début d'année. Et là, c'est la base qui parle et pas forcément les syndicats. On est tous unis pour la même cause, c'est sauver l'agriculture et bien nourrir les Français comme on sait le faire dans notre pays, mais qu'on nous laisse travailler. À l'échangeur de Château-Renaud, les agriculteurs ont maintenant établi un mini-campement. Après 2 jours et 2 nuits sur place, certains sont prêts à tenir le péage pendant les fêtes, entre détermination, fatigue et désespoir. Nos charges augmentent, nos prix des productions baissent. Nous, on se retrouve entre les deux. Voilà, il n'y a plus de revenus. On n'a plus de revenus. Nos fermes, ça fait 3 ans qu'on n'a pas de revenus, en fait. On vit avec quoi? On fait comment? Non, c'est pas possible. On veut un métier qui nous rémunère un minimum, quoi. En fin de journée, les agriculteurs ont béné à Noyant-de-Touraine devant le site logistique d'Intermarché, tandis qu'en Loir-et-Cher, le campement en place depuis 2 jours au rond-point du cinéma a été levé. Un mouvement social des salariés de Fil Bleu va perturber les transports en commun ce week-end. Les grévistes dénoncent leurs conditions de travail, notamment des temps de parcours non adaptés à la charge, à la fréquentation, à la circulation et à la voirie. Alors samedi, le tramway ne devrait pas être impacté. En revanche, les lignes C1 et les 2 lignes de nuit ne circuleront pas. De nombreuses autres lignes verront leur fréquence de passage de bus rallongée, dont les lignes 2, 3, 4 et 5. Plus d'informations sur le site filbleu.fr. Une bonne nouvelle à présent dans ce journal, l'Indre-et-Loire continue d'attirer de nouveaux habitants.
Et cette hausse de la population ne concerne pas que la métropole tourangelle. C'est ce que dévoilent les derniers chiffres de l'INSEE qui viennent d'être publiés. Décryptage de Gabriel Zillard. 13 000, c'est le nombre d'habitants supplémentaires recensés en Indre-et-Loire entre 2017 et 2023. Une hausse en grande partie portée par la ville de Tours. Cette dernière reste la commune la plus peuplée d'Indre-et-Loire, avec une évolution annuelle de 0,4%, portant la population totale à 139 000 habitants. D'autres communes plus petites tirent également leur épingle du jeu. C'est le cas d'Avoine, Montbazon, Saint-Marc-la-Pile, Neuilly-Pompierre ou encore Sorigny. Tous ces villages ont vu leur population augmenter en moyenne de 2% depuis 2017. Toutefois, toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne. C'est le cas de Château-Renaud qui a perdu 2,1% de ses habitants en 6 ans. Dans le sud du département, on observe également une baisse de la population, notamment en milieu rural. Le département du Loir-et-Cher est lui aussi en perte de vitesse, avec une baisse de 0,2%. Les villes de Blois et de Romorantin, elles, continuent de croître, avec une augmentation moyenne de 0,5%. Dans la région centre, l'Indre-et-Loire et le Loiret sont les seuls départements à connaître une croissance démographique. Et la nouvelle enquête annuelle du recensement débutera le 15 janvier 2026. Elle est effectuée chaque année par l'INSEE. On en reparlera sur Val-de-Loire TV. Allez-retour à présent sur ce médecin de Tours mis en examen. Placé en détention provisoire, il est poursuivi pour corruption de mineurs et incitation d'un mineur à commettre un acte de nature sexuelle. Selon nos confrères de la Nouvelle République, il est soupçonné d'avoir eu des échanges en ligne de nature sexuelle avec plusieurs jeunes filles mineures. Aujourd'hui, le Conseil de l'Ordre des médecins a décidé de se saisir de l'affaire en se portant partie civile dans le dossier. Écoutez. La première chose, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro, c'est clair. Si ces faits sont avérés, il est évident que le Conseil de l'Ordre départemental, voire national, montera au créneau et fera ce qu'il faut pour que ce médecin soit traduit devant l'instance ordinale et réponde de ses actes. On s'est porté partie civile dans cette affaire. Le Conseil national de l'Ordre va faire la même chose et on va rester très très vigilant sur la suite de l'affaire. Et rassurez-vous, ce médecin, a priori, n'est pas prêt de réexercer. Et le Conseil de l'Ordre invite tous les patients qui auraient un grief avec un praticien à le contacter aux coordonnées qui s'affichent en bas de votre écran. À présent, on va parler des 2 policiers municipaux de Tours poursuivis pour des violences commises lors d'une interpellation rue de Bordeaux qui était jugée aujourd'hui. Le parquet a requis une peine de 4 mois de prison avec sursis simple pour violence aggravée à l'encontre des deux agents. Parmi les preuves apportées durant l'audience figure notamment un enregistrement de la scène réalisé par le téléphone du plaignant et une vidéo extraite de la caméra piéton de l'un des 2 policiers. Les faits remontent à mai dernier. Un cycliste âgé de 22 ans arrêté pour une infraction routière avait dénoncé des violences verbales et physiques dont des coups de poing reçus au visage lors de ce contrôle. Les 2 policiers toujours présumés innocents sont actuellement suspendus à titre conservatoire par la ville de Tours en attendant le délibéré qui sera rendu le 29 janvier. Politique à présent et un nouveau rebondissement dans la campagne pour les municipales à Tours. Un nouveau candidat vient de s'annoncer. Il s'agit de Christophe Bonhomme, tête de liste d'Utile, un parti émanant du groupe parlementaire Lyotte à l'Assemblée nationale. Alors, ce fonctionnaire du ministère des Finances de 48 ans est tout nouveau dans le paysage politique tourangeau. Il défend notamment l'abandon du projet de ligne 2 de tram qu'il juge trop cher au profit d'un trolleybus électrique et la mise en place de référendums d'initiative locale. Alors, le nouveau candidat a toutefois annoncé qu'il rencontrerait dans les prochains jours tous les autres candidats à l'exception de la France Insoumise et du Rassemblement National, avec dans l'idée de potentiellement se ranger derrière l'un d'eux. Et puis du côté de Christophe Boucher, sa liste obtient un nouveau soutien. Oui, après les Républicains, c'est désormais Renaissance qui a décidé de suivre officiellement le candidat du Parti radical, ancien maire de Tours, allié à Olivier Breton, dans cette campagne pour les municipales. Et puis à Fondette, le maire sortant et actuel président de l'Association des maires d'Indre-et-Loire, Cédric de Oliveira, a officiellement annoncé être candidat à sa réélection. Il a d'ores et déjà précisé que sa liste présentera une équipe renouvelée, mais sans en dévoiler les noms.
Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invitée ce soir, Barbara Bénard, directrice de territoire Indre-et-Loire d'Action Logement Service. Pour répondre à cette question, quelles sont les missions d'Action Logement sur notre territoire? Bienvenue Bonsoir. sur notre Merci, plateau. bonsoir. Alors, le logement reste l'une des préoccupations majeures des Français, en particulier des salariés qui changent d'emploi ou qui s'installent dans notre région. Sur le seul territoire de l'Indre-et-Loire, plus de 8000 ménages ont bénéficié l'an dernier d'une aide ou d'un service lié au logement. Alors, déjà un petit mot pour expliquer de manière simple ce qu'est Action Logement. Oui, alors merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Alors Action Logement, c'est un groupe paritaire qui facilite l'accès au logement pour les salariés d'entreprise afin de favoriser l'emploi. Il y a 2 entités dans le groupe Action Logement. Vous avez la première entité qui est une des filiales immobilières avec plus de 44 ESH et du coup plus premier bailleur de France. Et puis vous avez Action Logement Service que je représente ce soir et du coup nous sommes l'organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, alors plus connu sous le nom du 1% logement. Et donc nous finançons la construction de logements sociaux intermédiaires. Nous finançons aussi une partie des politiques publiques de l'habitat, donc via par exemple dans les quartiers prioritaires de la ville ou quelques centres-villes. Et surtout, nous accompagnons les salariés dans leur parcours résidentiel, qu'ils soient personnels ou professionnels, via des services ou des aides différentes. L'objectif, c'est de faciliter l'accès au logement pour les salariés qui arrivent sur le territoire. Exactement. On répond aux besoins. Je dois louer, je dois acheter, je bouge, j'ai besoin de faire des travaux, je suis en difficulté et on a une réponse à tous. Justement, comment aidez-vous concrètement les salariés à se loger plus facilement sur notre territoire? Il y a des aides. Qu'est-ce qui se passe avec Action Logement? Alors, pour l'accès au logement, ça se passe de cette façon-là. En fait, on finance les bailleurs sociaux du territoire et en contrepartie, on a de la réservation de logements, donc dans tout le parc, qui nous permet en fait de proposer aux salariés d'entreprise une offre vraiment diversifiée de logements. Donc vous avez des logements temporaires, donc de courte durée, qui peuvent s'adresser à des personnes en mission ou des jeunes alternants. On a du logement social pour des revenus modestes et plus modestes, du logement intermédiaire et puis aussi du logement privé. Donc on a une plateforme internet où vous avez toutes ces offres qui sont réunies. Il suffit simplement, en fonction de votre situation, de vous inscrire sur cette plateforme et vous serez orienté en fonction de votre situation. Alors il y a les jeunes aussi, les étudiants qui rencontrent souvent des difficultés. Là aussi, il y a des aides spécifiques qui existent pour eux. Vous pouvez aussi les accompagner. Oui, alors vraiment, les jeunes, c'est vraiment notre cible. C'est une priorité pour nous. Ça a été défini par notre gouvernance. Il faut savoir que c'est plus de 40% de nos bénéficiaires sont des jeunes de moins de 30 ans. Donc, tous les dispositifs qui ont été mis en œuvre par Action Logement sont vraiment là pour accompagner le jeune dans ses démarches administratives et d'accès au logement, en tout cas pour lui faciliter tout ce parcours. Je suis par exemple alternant, j'ai besoin d'un logement, donc on va pouvoir lui trouver une solution. J'ai besoin d'un garant, Action Logement peut se porter garant. J'ai besoin de déposer un dépôt de garantie, on va pouvoir l'accompagner à ce niveau-là. Et puis j'ai aussi besoin de payer mon loyer. Et pour le coup, il peut aussi avoir jusqu'à 100 € de subvention sur son loyer ajouté aux autres aides. Alors, il y a l'accès au logement, mais il y a aussi votre rôle en tant qu'aide à la rénovation, transition énergétique. Là aussi, c'est une de vos missions aussi de participer à cette démarche. Exactement, et c'est vraiment un enjeu majeur pour le groupe au niveau national, parce qu'il faut savoir que quand même, on a plus d'un parc de plus d'1 million de logements en France, donc forcément c'est un enjeu. Le groupe s'est engagé à aller vers une étiquette C sur son parc, donc avec vraiment une réponse à ces enjeux environnementaux. On a aussi des dispositifs qui sont au plus proches, par exemple pour quelqu'un qui est propriétaire, il peut avoir droit à un prêt de travaux pour réhabiliter son bien. Quelqu'un qui est propriétaire bailleur, il peut avoir une aide financière qui peut lui permettre de réhabiliter son logement et en contrepartie, nous on va y loger des salariés d'entreprise. Et puis on accompagne aussi le bailleur dans des programmes plus nationaux, comme par exemple le renouvellement urbain avec les quartiers prioritaires de la ville, ou par exemple sur Chinon, où les propriétaires peuvent bénéficier d'aides importantes financières pour réhabiliter leur bâti, les logements pour des salariés d'entreprise. Pour finir, je le disais en introduction, plus de 8000 ménages ont bénéficié d'une aide ou d'un accompagnement dans le département. C'est un chiffre qui est encourageant. Il faut inciter les gens qui nous regardent ce soir, s'il y a besoin, à faire appel à Action Logement. Alors oui, merci en tout cas de le souligner parce que 8000 aides, c'est vraiment très conséquent et c'est important. C'est tout un parcours et on est vraiment réunis collectivement avec tous les acteurs auprès du logement. Donc c'est important, c'est régulier. On est là pour vraiment répondre à toutes
les questions liées au logement. Donc il faut vraiment qu'on soit à la porte d'entrée. Donc soit on vient en agence, puisqu'on a une agence qui est ouverte du lundi au vendredi avec ou sans rendez-vous. On pourra répondre aux questions si on a des difficultés numériques aussi à utiliser l'ordinateur. Il y a le site internet actionlogement.fr. Il y a le site internet si vous êtes à l'aise. Et puis aussi on a une plateforme téléphonique. Merci beaucoup Barbara Bédard d'être venue sur notre Merci plateau ce soir. Si vous venez régulièrement à Tours en décembre, vous connaissez sûrement l'échoppe éphémère. On va en parler ce soir. Oui, elle est installée chaque année pour Noël dans la Galerie Nationale. Cette boutique est tenue par des artisans créateurs, une association pour les fêtes qui leur permet de se lancer dans la vente de leurs créations, notamment grâce à une formule tremplin, car pas toujours facile de faire le premier pas pour ces artisans locaux à leur compte. Rencontre avec Claire, passionnée de tricotin. Arnaud Potier. Chaque jour depuis septembre, le fil de laine prend vie entre les mains de Claire. C'est un virage à 180 degrés pour cette jeune maman qui a tout quitté pour se consacrer pleinement au tricotin. Prénom Modou, décoration murale, ici tout est fait main. C'est assez sympa de se dire, bon bah voilà, là je vais aller créer quelque chose, on m'a passé une commande, je vais faire quelque chose créer quelque chose à quelqu'un à qui ça va faire plaisir. Enfin voilà, on est vraiment dans cette optique de faire plaisir, de faire du beau, tant qu'à faire, si possible, c'est quand même mieux, et essayer d'apporter des nouveautés. Mais oui, en tout cas, moi je me lève le matin, je suis contente de faire ce que je fais. Mais avant d'obtenir ce résultat, la patience est de mise. Tout commence par le choix de la bobine et de la couleur. Vient ensuite le tricotage mécanique avant l'étape cruciale, l'insertion du fil d'aluminium pour sculpter la forme selon un patron précis. Grâce au fil d'aluminium, c'est ça qui va permettre de donner la forme qu'on désire. Là, j'ai fait le dessin moi-même. Je m'adapte, on me demande quelque chose, je vais faire en fonction de la demande et je vais essayer de retravailler pour que ça plaise. Une fois la pièce terminée, direction la Galerie Nationale à Tours. Claire a posé ses valises à l'échoppe éphémère au milieu des œuvres de 29 autres artisans. Elle bénéficie ici de la formule tremplin, un dispositif réservé aux entreprises de moins de 2 ans qui leur offre une vitrine pour leur donner de la visibilité. Et pour l'artisane, le pari est réussi, les ventes sont au rendez-vous. Le fait de le voir en boutique, de pouvoir regarder, toucher, voir les couleurs, c'est comme quand on achète un vêtement finalement. À cette période-là, on a plus de choix et on peut se rendre compte des choses. Donc oui, il y a beaucoup plus de ventes en cette période et en étant dans l'échoppe éphémère. L'échoppe éphémère est ouverte jusqu'au 3 janvier prochain. L'occasion idéale de glisser un peu d'artisanat local au pied du sapin. À présent, 4e et dernier volet de notre série L'âme du village. Oui, comme chaque soir cette semaine, on vous emmène rencontrer ceux qui font vivre leur commune. Aujourd'hui, direction Mettray, où les petits commerces animent le bourg. Après plusieurs années de vide, la boucherie, par exemple, vient de rouvrir et la boulangerie a été reprise il y a peu. C'est dans ces commerces de proximité qu'on tisse des liens dans le village. Arnaud Potier et Léa Turquier. Aujourd'hui, on part en direction de Mettray pour rencontrer ceux qui forment l'âme du village. Le café du centre et ses habitués nous attendent. On y va. Nous sommes arrivés au café du centre. Bonjour, comment ce café fait vivre la commune de Mettray justement? On leur rend des services à la fois avec le tabac, le bar, la poste, les colis, les jardins de contrat, la presse et puis tout ce qui est Française des Jeux. Il y a des habitués et le matin c'est assez convivial. Avec une amie, mon amie, là, on prend un cappuccino. Et vous voyez, là, on est en retard. On a dit ça sera un café aujourd'hui. Mais autrement, on n'a pas besoin de le demander parce qu'on nous l'amène. Quand on sort, ce qui est important, surtout moi qui suis à la retraite, c'est de rencontrer des gens en fait, qui sont souriants. Et c'est vrai que c'est difficile par les moments qui courent. Mais surtout, on en revient là-bas, c'est-à-dire se dire bonjour, discuter 5 minutes. Direction maintenant la boulangerie, deuxième lieu emblématique dans un village. Vous êtes donc la boulangerie du village. Qu'est-ce qu'elle incarne cette boulangerie? Est-ce que c'est un petit peu un lieu de vie? Ah oui, puisque tout le monde vient chercher du pain frais, tout le monde se connaît, c'est très convivial. C'est un peu comme une seconde famille. Pour les personnes les plus âgées, j'imagine que c'est aussi un lien social, ça permet d'échanger avec vous? Oui, puisque des fois, il y en a qui ne voient que nous.
Donc ça leur fait plaisir de pouvoir discuter et voilà, d'échanger un petit moment sympa, de rigoler et de leur apporter un peu de bonheur dans leur journée. Exceptionnellement aussi. Ça veut dire que c'est vraiment un petit peu l'âme du village, ça fait vivre le village. Oui. Ben, il n'y a qu'à venir le dimanche, on fait la queue. Donc c'est quand même super. Les autres commerces du village jouent aussi ce rôle de lien social. Et pour preuve de bonne vitalité du village, la boucherie juste derrière moi a ouvert en septembre dernier. Une question à présent dans ce journal. Comment mieux sécuriser nos musées? Le dossier vient d'être ouvert par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Le 2 décembre, près de 2 mois après le cambriolage du musée du Louvre à Paris, une mission sur la sécurisation des musées et autres établissements abritant des collections publiques a été confiée au député de Loir-et-Cher, Christophe Marion, du groupe Renaissance. On en parle avec lui ce soir car il est notre invité il est sur notre plateau. Bonsoir Christophe Bonsoir. Marion, bienvenue. Est-ce que vous avez bravé les bouchons pour venir jusqu'à nous? Exactement. Alors peut-être que certains de nos téléspectateurs ne le savent pas, mais vous êtes historien de formation. Exactement. Oui. Est-ce que ça faisait de vous le meilleur candidat pour prendre en charge cette mission? Écoutez, je pense qu'on peut faire ce type de mission sans être forcément historien, mais c'est vrai que ça rajoute pour moi un intérêt particulier. J'avais eu une mission qui m'avait été confiée l'année dernière, toujours dans le domaine de la culture, par Michel Barnier, Premier ministre à l'époque, sur la restitution des restes humains qui sont présents dans nos collections publiques. Et ça s'était plutôt bien passé avec Rachida Dati, à qui j'avais présenté mon rapport. Je crois que la réussite de l'année dernière explique probablement qu'on m'ait confié une autre mission cette année. Alors cette mission, en quoi elle va consister? C'est-à-dire qu'il faut faire des audits auprès de certains musées, il faut questionner des experts. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà commencé. Comment ça va se passer? Oui, c'est une série d'auditions en fait. Alors à la fois des établissements culturels concernés par les collections publiques, des musées bien évidemment, le Louvre par exemple, mais l'ensemble des musées de ce territoire national qui dépendent à la fois de l'État, des collectivités territoriales également. Et puis celles et ceux qui sont concernés par ces problématiques de sûreté. Au ministère de l'Intérieur, il y a aujourd'hui une brigade qui est spécialisée dans la lutte contre le trafic des biens culturels, gendarmerie, défense, parce qu'il y a des musées qui dépendent du ministère de la Défense, et puis évidemment le ministère de la Culture, parce qu'il y a une direction qui est chargée d'informer les établissements sur les meilleurs moyens de lutter pour améliorer leur sûreté. Parce que là, le musée du Louvre a remis le sujet au premier plan, mais finalement, ce n'est pas nouveau. Il y a régulièrement des vols dans certains musées. Je pense par exemple au domaine de Candé, qui s'est fait voler des tableaux. Oui, en effet, le musée Cognac-G. Alors, ça reste des pratiques, au fond, assez rares, même si on sent une augmentation du nombre de vols et de cambriolages, notamment des métaux précieux, notamment des bijoux, c'est-à-dire non pas un trafic d'œuvres d'art qui va se retrouver ensuite sur le marché des trafiquants d'œuvres d'art, mais plutôt des objets qu'on va pouvoir fondre, qu'on va pouvoir revendre très facilement. Donc il y a une nouvelle typologie de voleurs qui s'installe sur ce marché aujourd'hui. Et aujourd'hui, les musées sont pas assez sécurisés pour... Alors, il y a des choses qui se font. Et une première partie de la mission consiste à faire un état des lieux, au fond, de ce qui existe. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont déjà très allants sur cette problématique de la sûreté des musées. Je crois qu'il y a à mettre en relation un certain nombre d'acteurs pour améliorer l'efficience de ce qui existe aujourd'hui. Parce que les musées n'ont pas attendu ma mission pour protéger leurs collections publiques les plus précieuses. Le but, ça va être à terme d'en sortir des propositions d'amélioration ? Oui, des propositions d'amélioration sur plusieurs titres, donc en termes d'organisation, en termes peut-être d'animation d'un réseau de directeurs d'établissement, mais peut-être aussi des propositions législatives, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, par exemple, que les caméras qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle, qui ne sont pas autorisées aujourd'hui en France, apporteraient un grand secours aujourd'hui aux agents de sécurité qui pourraient démultiplier leurs forces en ayant des outils technologiques qui leur permettrait d'être plus efficaces. Quelle serait la priorité selon vous ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a à la fois des propositions législatives et puis aussi probablement des propositions qui seront de l'ordre de l'organisation aujourd'hui, c'est-à-dire favoriser les contacts entre ministère de l'Intérieur, ministère de la Culture, faire en sorte ce qu'on a fait pour lutter contre les incendies. Aujourd'hui, il y a vraiment des plans de lutte contre les incendies qui concernent tous les établissements qui accueillent des collections publiques et des collections culturelles. Eh bien, je crois qu'il faut que la sûreté soit davantage prise en compte aujourd'hui par ces établissements. Et vous avez
que jusqu'au 15 février pour faire cette mission. Ça va être rapide. On va dire que c'est une mission impossible, mais vous savez bien qu'à la fin, ils réussissent toujours à le faire. Et vous êtes épaulé par une équipe, quand même. Oui, j'ai un préfet à ma disposition, 2 inspectrices générales des affaires culturelles et une inspectrice générale de l'administration. Donc j'ai une équipe renforcée pour qu'on aille vite et qu'on soit efficace. Bien, merci beaucoup Christophe Marion d'être venu sur notre plateau. En tout cas, on suivra les résultats en février de votre mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, l'invité de la rédaction avec Élise Pierre, l'invité Marie-Noëlle Amiola, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Loir-et-Cher. Dès lundi, journal à 18h45 pendant les vacances de Noël. Et puis moi, je vous retrouve le lundi 5 janvier prochain pour une nouvelle saison de Val-de-Loire en direct. D'ici là, très belle soirée et très bonne fête de fin d'année à vous et à Faustine. Bonne soirée.